C'était il y a un an déjà que Culotte & Trail a démarré et pour l'occasion, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont passées au micro de Culotte & Trail ce qu'elles en pensaient. Écoutez. Très joyeux anniversaire à Culotte & Trail. Culotte & Trail, c'est le projet d'une nana exceptionnelle qui montre aux femmes que tout devient possible quand on y croit. La plus grande inspiration, Laurie, c'est toi. Laurie transmet la voix et la vérité de chacune. Ton podcast, il est lumineux, il est authentique. Et Culotte & Trail, c'est l'authenticité, la spontanéité et le punch. T'as pu le faire parce que t'as une vraie mission, celle de donner la parole aux femmes et de leur permettre de trouver enfin les bonnes infos pour leur développement sportif et personnel. Le podcast qui met en avant les femmes, toute simplicité, c'est naturel. Permet à femmes de lever des tabous, oser surtout des choses. Et à l'image de Laurie, de la générosité, beaucoup de bienveillance et puis un petit brin de folie. Laurie sait mettre en valeur tout ce que nous pouvons ressentir autour de ce sport, comme incertitude, folie, bonheur. C'est Laurie qui nous représente lors des courses. C'est la marraine des femmes lors des courses. Un espace où chacun peut s'identifier, peut se reconnaître, peut se trouver. De l'athlète amateur à l'athlète élite. C'est un podcast très inspirant pour de nombreuses pratiquantes. Culotte & Trail, c'est de la spontanéité, c'est mettre une pied dans le plat sur tous ces sujets autour du trail féminin. Un espace de bienveillance pour connaître des histoires de femmes incroyables. J'ai eu le plaisir d'être interviewé par Laurie avec l'enthousiasme qu'on lui connaît. En 2 mots, je dirais pur partage. Bravo pour ce podcast géré par une femme et mettant en avant les femmes. C'est le podcast qui te permet de voir la badass qui est en toi et de te donner des ailes. Beaucoup de belles histoires inspirantes, des interviews de femmes, autant qui sont pros dans ce sport, mais autant aussi au niveau amateur. Juste quand je pars courir et qu'il y a le début du podcast qui se lance et juste je sais que je vais kiffer. Le média indispensable pour toutes les femmes qui font du sport. C'est la vie, c'est le kiff. Merci. Merci pour ça. Merci de nous donner la parole. Merci Laurie pour ton engagement. Continue comme ça, Laurie, on t'aime. Avant de plonger dans cet épisode, je remercie Keeprun, partenaire de Culotte & Trail pour cette 2e saison. Keeprun est une marque experte du groupe Decathlon dédiée à la course à pied et au trail. Ses ingénieurs, designers et chefs de produits imaginent des produits toujours plus techniques et innovants ainsi que des services pour faciliter la pratique de la course à pied et du trail. Keeprun couvre 100% de leurs besoins et leur permet de se concentrer uniquement sur le plaisir de courir. Keeprun, c'est aussi et surtout la marque dédiée de toutes les femmes qui décident de faire de la course à pied une alliée. Une alliée qui les aidera à surmonter leurs difficultés, leurs doutes, une alliée qui les fera redéfinir leurs limites, une alliée pour courir librement vers leur épanouissement en toute sérénité. Salut Émilie. Salut Laurie. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. On s'est vu il y a pas très longtemps et la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais pas hyper en forme à La Réunion, au pied du Taille-Vite pour le Grand Raid de La Réunion, justement. Course que j'ai malheureusement abandonnée au bout de 95 km. Mais voilà, depuis, j'ai bien récupéré. Je suis pas blessée. Je repars avec plein de projets dans la tête. Et je positive. Donc, tout va bien. Ah bah écoute, c'est génial. Tu as bien raison de positiver. En tout cas, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Culotte & Trail parce que je t'avais reçu au tout début, c'était vraiment les débuts, rappelle-toi, il y a 1 an. Écoute, on avait fait un super épisode sur le périnée, l'incontinence urinaire, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une étude que tu es en train de mener, une étude mixte sur le sexe et le trail, une étude nationale sur l'impact. Voilà, du trail et de l'ultra trail. Je suis trop contente. Est-ce que, s'il te plaît, Émilie, tu pourrais en quelques mots te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Émilie Marotto. Je suis kinésithérapeute spécialisée en périnéologie. Donc, je m'occupe des hommes, des femmes, des enfants, sur tout ce qui concerne dans le domaine du périnée, des douleurs pelviennes, des problématiques urinaires, anales, etc. Je suis aussi sexologue parce que forcément, quand on parle de périnée, on n'est pas très loin aussi des zones intimes. Donc, d'avoir ce bagage-là, c'est quand même super chouette de pouvoir en parler sans tabou et dans la compréhension des choses. Voilà. Et puis, je pratique aussi le trail running depuis 10 ans. Maintenant, le temps passe vite et voilà, je m'y suis mise un peu par hasard. Je faisais pas du tout de course à pied. J'étais d'ailleurs pas du tout sportive il y a 10 ans. Et puis, j'ai rencontré mon chéri qui entraîne un groupe de trail, qui m'a encouragée dans la pratique de ce sport. J'ai trouvé ça super chouette. Et puis voilà. Donc,
Comme j'habite à La Réunion, et ben j'ai commencé par la petite course de la diagonale la petite course du Grand Raid, la Mascareigne, ensuite le trail de Bourbon et la diagonale des Fous. Donc voilà, puis après j'ai fait quelques courses après en Thaïlande, à Madère, en métropole. J'ai fait l'UTMB l'année dernière. Donc voilà. Non, mais c'est dingue. À chaque fois que j'écoute cette histoire, je me dis, c'est quand même fou qu'il y a 10 ans, t'étais pas sportive, tu fumais des clopes, tu picolais, et regarde là. C'est incroyable. Mais c'est très inspirant parce que ça montre aussi que tout est possible, quoi. Ah oui, je crois qu'il faut jamais dire jamais déjà, parce que moi j'ai dit jamais quand j'étais justement sur le côté des sentiers, quand je ravitaillais mon compagnon de l'époque, qui lui faisait les courses du Grand Raid. Quand je voyais les gens arriver en haut des sentiers en pleurs, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin voilà, je comprenais pas du tout quelle était la motivation qu'ils trouvaient pour faire ce genre d'effort et se mettre dans des états comme ça. Et j'ai dit jamais à ce moment-là. Et puis voilà, je me rends bien compte que parfois on change ses idées, on change sa façon de voir les choses et puis on est motivé par d'autres choses aussi, d'aller au bout de soi-même. Ça, c'est des choses que j'ai découvert après. Ah ouais, c'est clair. Et en tout cas, on salue ton chéri que j'ai rencontré à La Réunion, hein, super sympa, qui te suit, qui était hyper présent aussi sur les ravitaux. On s'est croisés. Et c'est quand même vraiment chouette de pouvoir avoir quelqu'un, un pilier comme ça qui partage tout ça, quoi. Ouais, c'est génial. Ça, on est c'est un travail d'équipe parce qu'il est là à mes côtés, il me connaît hyper bien, il sait ce dont j'ai besoin. C'est lui qui programme aussi les entraînements. Donc, ouais, je pense que lui, il me donne la force de continuer et puis d'aller au bout de moi-même. Donc, c'est très chouette, ouais. T'as fait arrêter les clopes, hein? Il m'a fait arrêter la clope. Mais il fumait pas déjà de base, donc j'étais obligée de fumer à l'extérieur ou de me cacher pour fumer ou de manger des chewing-gums, donc de toute façon, ça tombait bien. Ah là là, mais ça me rappelle une anecdote. Moi, mon mari, au début, tu sais, il était en équipe de France d'athlète, donc je me cachais pour fumer. J'étais là avec mes chewing-gums à l'époque, n'importe quoi. Donc, il vaut mieux ne pas fumer finalement. Hein. De toute façon, c'est pas bon pour la santé. Alors, Émilie, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de périnée. Là, on va parler de sexe et de trail. J'adore parce que culotte and trail, effectivement, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Et d'où déjà ça t'est venu là de mener cette étude nationale sur l'impact du trail et la sexualité? Bon, alors déjà, c'est vrai que dans le trail, on parle beaucoup de performance, de nutrition, de récupération, mais on n'a jamais abordé le thème de la sexualité. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu dans les médias. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je trouve qui m'intéresse. On sent qu'il y a déjà un petit côté un peu tabou par rapport à ça. Déjà tabou de façon générale, et puis tabou dans ce sport-là, on se dit que ça n'a pas forcément sa place. Et puis on en rigole beaucoup. Enfin, on a fait le constat aussi dans notre club, par exemple, on se marre à propos des entraînements hyper intenses, et à chaque fois on se dit ce soir ça va pas être la fête ou tu vois, à faire des espèces de questions humour pour savoir un peu comment se passe la vie sexuelle des uns et des autres sans jamais vraiment parler sérieusement, en imaginant que l'effort intense va avoir des répercussions pas forcément hyper positives sur la sexualité. Donc le but, c'était un peu d'aller au-delà des idées reçues où tu peux te dire, par exemple, le sport ou l'effort intense, ça va couper la libido. On sait bien que, il y a un truc, les footballeurs, par exemple, on sait bien que les entraîneurs conseillent aux footballeurs de pas faire l'amour, de pas avoir de rapport sexuel ou d'éjaculation avant un match, la veille d'un match, parce que ça va avoir un impact négatif sur l'effort. Donc ça, c'est vraisemblablement une idée reçue, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qu'à prouver l'impact d'une sexualité, d'une éjaculation ou d'un orgasme avant un effort, et que ça avait un impact négatif en tout cas. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu des idées par rapport à ça, ou par exemple que certains athlètes dans certains sports peuvent avoir une sexualité un peu plus intense, les sports de force, etc. Donc où est-ce qu'on en est dans le trail? Est-ce qu'on peut avoir des réponses à ces questionnements qu'on n'ose en plus pas forcément aborder? Donc le but, c'est d'aborder ces choses de manière quand même sérieuse et précise. Et puis comme je suis traileuse et que je suis sexologue, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler de ces deux choses-là, et c'est une façon pour moi de me sentir un peu alignée aussi dans tout ce que je fais. Donc c'était comme le périnée et les troubles pelviens, là la sexualité, ça vient compléter aussi un peu qui je suis. J'adore. T'as vu, j'ai le sourire et il décroche pas. Là. Non mais écoute, c'est trop bien parce qu'en plus on va en discuter. Déjà, toi t'es athlète, ton chéri court aussi. Moi je reçois beaucoup de personnes, tu vois, au micro qui ont pas de libido. Ouais. Tout simplement, et qui osent pas le dire. C'est hyper tabou de se dire là
j'ai pas de libido et tout. Je rebondis, j'ai fait un épisode, je sais pas si t'as vu passer une capsule Sleep and Trail, où on parle justement de ça, de perte de libido, où en fait il y a des moments où on peut être en surentraînement aussi et du coup pas avoir envie et des pannes à répétition et tout ça. Donc c'est trop bien qu'on fasse cet épisode aujourd'hui justement pour démystifier. C'est vrai que ce dont tu parles, c'est souvent associé, tu sais, au Rett syndrome. Là, c'est que le surentraînement, et c'est vrai que ça va avoir des influences sur le cycle menstruel, les taux d'œstrogène et testostérone, donc chez la femme et chez l'homme, et ça va agir directement sur le désir, sur la lubrification, sur l'érection. Donc, on sait bien que chez les hommes, le surentraînement, ça va parfois abaisser la testostérone, donc avoir un impact aussi négatif sur la sexualité. La fatigue chronique, on sait que ça joue aussi un rôle majeur et que quand tu es épuisé, forcément, ton corps, il va prioriser la récupération qui est plutôt vitale plutôt que la sexualité. Donc, il va y avoir aussi une forme de sélection de ton organisme et tu vas pas forcément avoir une réponse sexuelle adaptée. Le stress aussi physiologique des entraînements longs avec la production de cortisol, ça peut entraîner aussi des carences en sommeil et donc avoir un impact aussi sur la libido, donc sur le désir sexuel. Donc, ça peut entraîner des sensibilités clitoridiennes un peu moins fortes et des orgasmes moins intenses. Donc, ça, c'est un petit peu les hypothèses physiologiques qui pourraient dire qu'on peut retrouver un impact sur la sexualité, un impact là plutôt négatif, mais on veut aussi essayer de comprendre en quoi ça peut être aussi positif. Je pense que c'est pas que négatif, tu vois. Par exemple, faire un effort, se sentir bien, se sentir fort, ça peut aussi avoir un impact hyper positif sur ton schéma corporel et avoir un impact majeur sur le désir, sur le fait de se sentir désirable et être super bien avec ton partenaire dans l'intimité, quoi. Donc, ça peut aussi être hyper positif. C'est génial, c'est génial. Et donc là, tu l'as lancée quand, cette étude? Alors, cette étude, elle a été lancée, que je te dise pas de bêtises, ça a été lancé début septembre. Et alors, donc cette étude, elle est mixte et elle s'adresse aux trailers français, parce que c'est une question qui concerne finalement tout le monde. Hein. Il faut avoir 18 ans, c'est la seule... avoir 18 ans et être français. Et donc, pour reprendre ce qu'on a dit, c'est une étude qui cherche à comprendre comment l'entraînement trail va influencer la sexualité dans toutes ses dimensions. On va explorer différentes choses de la sexualité. Donc, il y a une partie transversale et une partie longitudinale. Et la partie transversale, c'est en fait un questionnaire qui est qu'on peut retrouver avec le QR code sur le site. Alors, ça a été partagé par pas mal de médias. Toi aussi, tu l'as partagé. On pourra le repartager aussi après le podcast. Parce qu'en fait, cette étude, elle est menée jusqu'à à peu près fin novembre, début décembre. Donc, il est encore temps pour tous de répondre à ce questionnaire. C'est vraiment chouette. Et puis, plus on a de répondants et plus on va avoir des résultats qui vont être représentatifs de la population de trailer en général. Donc, ça, c'est très chouette. Donc, ce questionnaire, il va explorer déjà l'impact de l'entraînement sur les différentes phases du cycle sexuel. Ça, j'en avais parlé dans mon premier podcast. C'est Masters et Johnson, c'est des sexologues qui ont décrit un cycle sexuel avec la phase de désir, la phase d'excitation, la phase de plateau, donc une phase durant laquelle le désir est assez stable, l'excitation est stable, la phase de l'orgasme avec la montée du plaisir et la phase de résolution. Donc ça, c'est vraiment les différentes phases du cycle sexuel. Donc on a essayé de voir à partir de différentes questions comment l'entraînement pouvait impacter déjà ces différentes phases du cycle sexuel. Donc, il y a plein de questions différentes sur le questionnaire qui vont aller spécifiquement étudier ces points-là. Et puis ensuite, la sexualité, c'est pas que le rapport sexuel. Donc, on a voulu aussi explorer des aspects plus globaux qui sont en lien avec la santé sexuelle. Donc, il y a la place du couple, la communication dans le couple, la fréquence, la qualité des rapprochements intimes, le plaisir partagé, l'image du corps, comme on disait tout à l'heure, la place du plaisir corporel aussi dans la vie du sportif. Donc, on essaie d'explorer plein de dimensions de la sexualité à travers ce questionnaire. Donc, ce questionnaire, il va être étudié, et ça, c'est la partie vraiment transversale. Et ensuite, il y a une partie longitudinale qui va consister à étudier comment ça se passe après un effort d'ultra-trail. Une course, par exemple, là, après le Grand Raid. On va demander... donc, c'est une étude, déjà, j'ai oublié de dire, elle est complètement anonyme. Donc, évidemment, il ne faut pas hésiter à répondre la vraie réalité des choses. Hein, de bien répondre aux questions. Il ne va pas y avoir ce ne sera pas nominatif. On va quand même recontacter par l'intermédiaire de mots de passe, etc., certains répondants. Déjà, on va leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on puisse les suivre après
une échéance sportive. Donc là, par exemple, après la Diagonale des Fous ou le Trail de Bourbon, on va demander si certains sont d'accord pour qu'on puisse étudier une semaine après la course, à 2 semaines, à 3 semaines et à 1 mois après, comment ça se passe. On va reprendre les différentes questions abordées lors de l'enquête, voir comment justement la récupération va impacter le retour d'une sexualité normale ou voir un petit peu comment les choses évoluent à 1 mois post-effort. C'est hyper intéressant. Donc ouais, c'est trop chouette. Ouais, j'ai hâte qu'on ait les résultats. Ah ouais, j'ai hâte de savoir les résultats. Hein. Et alors je peux déjà te dire, parce qu'on peut au fur et à mesure, donc là maintenant on a atteint les 2000, plus des 2000 répondants, donc ça c'est génial. Donc l'étude n'est pas encore terminée sur la partie transversale, mais on a déjà fait, je sais plus, à 1800 répondants à peu près, on a regardé déjà si la pratique du trail avait des répercussions sur la sexualité. Donc là, c'est une question vraiment globale. Et tu vois, j'ai sous les yeux le graphique, et à 49,6% non, et à 50,4% oui. Donc des répercussions pour la moitié. Alors là, il n'est pas dit si c'est répercussions négatives ou positives, mais on sait qu'en tout cas, il y a des répercussions. Ah, quand même. Hein. Et une question rigolote aussi, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré un ou une partenaire sexuelle dans la pratique du trail? Et il y a quand même 23% qui ont répondu oui. Donc, quand même, hein. Donc, ça me dit que ça, c'est le côté positif de la pratique du trail. Ah oui, en fait, dans les clubs, là, hop, on va faire des rencontres. Sur les sentiers, c'est génial. C'est vrai que ça permet je sais pas moi, de nouer des liens, d'aller vraiment... On est chaud, les trailers, on est chaud. Oui, à la rencontre de l'autre, sans artifice, tu sais directement comment est l'autre naturel, quoi. Ah ben c'est clair. Hyper tabou, et souvent on se pose la question justement, est-ce que la veille d'une course ou quoi, est-ce que on peut faire l'amour, est-ce qu'on peut avoir un orgasme, est-ce que c'est bon, pas bon? Anecdote que je te raconte, la dernière fois, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, avant les Templiers, je vais acheter un truc et je croise un pote qui me dit ah tu fais quoi ce week-end? J'ai 40 bornes aux Templiers. Ah tu fais pas l'amour la veille, hein, c'est pas bon. Et je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Et en fait, est-ce que c'est des idées reçues? Certainement. C'est sûr, ce qu'on disait au début, c'est que vraisemblablement des idées reçues, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une étude qui a essayé de voir s'il y avait des répercussions effectivement sur l'effort sportif, hein, l'orgasme ou l'activité sexuelle. Et a priori, on n'a pas du tout trouvé de corrélation. Hein. Tu vois, parce que quand les patients, par exemple, ont des troubles cardiaques, un infarctus du myocarde et qu'il y a une rééducation cardiaque, souvent leur préoccupation, c'est de se dire est-ce que je peux refaire l'amour, quoi? Est-ce que je peux avoir à nouveau un rapport sexuel? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Est-ce que ça va pas être négatif pour mon système cardiovasculaire? Et donc, on leur dit à partir du moment où vous pouvez monter un étage, les escaliers d'un étage, alors ça veut dire que vous pouvez sans problème avoir une relation sexuelle. Bon, on rentre pas dans les détails, on sait pas exactement quel type de rapport sexuel. On imagine un rapport sexuel classique entre guillemets. Voilà, peut-être pas quelque chose de trop sportif non plus, mais tout ça pour dire que physiquement, ça devrait pas avoir d'impact négatif, tu vois. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, je trouve que quand même ça apaise, quoi. Tu libères des endorphines et ça, c'est censé être quelque chose qui t'apaise. Ça permettrait vraisemblablement de mieux dormir, surtout la veille. Bien sûr. Moi, quand j'ai un orgasme, derrière, je dors super bien. Hein. Ça, c'est très masculin. Le fait d'hyper bien dormir après l'orgasme. C'est vrai? Ouais. Super bien. Hein. Rassure-moi, il y a d'autres femmes qui dorment bien. Je trouve beaucoup plus chez les hommes. Et toi, Émilie, en tant que sexologue, est-ce que tu as des trailers qui te posent des questions du style je sais pas, là j'ai pas trop envie de mon conjoint, ma conjointe, est-ce que c'est normal, pas normal? Justement, j'imagine c'est cette étude qui va permettre de répondre, mais est-ce que quand même dans ton entourage, surtout à La Réunion, il y a beaucoup de trailers, est-ce que vous en parlez quand même? Écoute, on en parle peu, parce que ça reste un sujet justement très tabou. Mes patients en général vont m'en parler, mais pas directement en lien avec le trail. Ça va être plutôt des patients que je reçois pour des troubles périnéaux qui peuvent être associés à des troubles sexuels. Mais je veux dire, des patients trailers, des patientes traileuses, souvent elles viennent pour des troubles périnéaux, donc on parle sexualité, mais par exemple, des copains de club, etc. On va en rigoler, mais on va jamais parler sérieusement de tout ça, parce que justement, c'est un sujet tabou. Et quand parler sérieusement, c'est peut-être se dévoiler trop ou avoir peur
que l'autre imagine des choses par rapport à sa propre sexualité. Enfin, c'est assez complexe d'en parler. Mais c'est un peu le but de cette étude, justement, c'est de pouvoir oser se questionner sur sa propre sexualité pour savoir qu'il est possible d'en parler et qu'il est possible aussi de se faire accompagner si jamais il y a des questionnements ou des problématiques. Il y a des gens qui sont spécialisés pour recevoir, pour écouter. Déjà les médecins, hein, ils peuvent recevoir ce genre de témoignages ou de questionnements, ils peuvent répondre, ils peuvent orienter vers des sexologues, enfin ou des gens qui sont aptes à parler et à conseiller sur la sexualité, quoi. Ouais, c'est Donc, fou que ce soit. Bon, après, c'est quand même de l'ordre de l'intime, c'est sûr, mais c'est quand même hyper tabou. Hein. Bah, c'est hyper tabou parce que ça dépend beaucoup de l'éducation, de la façon dont tu as été aussi élevé. Tu vois, tu parlais de la Réunion en disant qu'il y a beaucoup de trailers, mais à la Réunion, il y a aussi beaucoup de tabous par rapport à la sexualité. Parce que il y a la religion qui prend aussi une grande place et que parfois, dans l'éducation et dans, comment dire, la morale religieuse, parfois, la sexualité n'a pas vraiment sa place. Donc, les choses sont pas si évidentes à aborder. Et c'est pour ça qu'on te remercie pour cette étude. Franchement, j'invite tous les auditeurs et auditrices. Je vais mettre le lien dans l'épisode dessous et le repartager sur les réseaux sociaux pour être un maximum à répondre à cette étude. Bon, moi, en ce moment, je peux pas y répondre parce que je fais pas trop de trail. Je m'entraîne plus trop, là. C'est pas bon. Il faut que je me remette. Ouais, mais t'es quand même traileuse. Tu peux y répondre. Ouais, je suis traileuse sédentaire. Oui, non, mais là, je vais m'y remettre. C'est vrai qu'avec le média, j'ai été complètement submergée. Et là, d'être venue vous voir à la Réunion, laisse tomber, quoi. J'ai eu envie de m'y remettre de fou. Ouais, mais c'est génial. Par rapport à, justement, qui peut répondre à ce questionnaire, tu disais que t'es plus trop traileuse en ce moment, mais justement, n'importe qui fait du trail peut répondre à ces questionnaires-là, parce que justement, on n'est pas... Le questionnaire aussi va questionner sur le type d'effort, sur la quantité d'efforts fournis, etc. Donc, ça peut être quelqu'un qui... Oui, parce que c'est vrai que le résultat ne va pas être le même pour un 20 km ou des 100 miles plusieurs fois dans l'année, c'est sûr. C'est justement ce qu'on va essayer aussi d'interpréter. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir des coureurs qui courent un peu moins et des coureurs qui courent beaucoup plus intensément. Ça va justement permettre de voir quel est l'impact réel de l'intensité de l'entraînement sur la sexualité. D'accord. Tout le monde peut y répondre. Ok. Et là, la réponse de l'étude, c'est quand ? Alors, on termine de récolter tous les questionnaires. Je pense que ce sera juste après la Saint-Élion. Je crois que ça va être le dernier clap. Et puis ensuite, le temps de regarder tous les résultats et puis de les interpréter. Je pense que début d'année prochaine, on aura des réponses. Donc, on va pouvoir rediscuter de tout ça. Ça sera hyper intéressant, justement. Écoute, moi, je suis hyper curieuse de voir les résultats parce que c'est vrai que autant moi, j'ai des potes, on en parle et ils me disent, oh là là, moi, je fais de l'ultra, mais ça impacte pas du tout ma libido. Je suis au taquet. Ça me booste. C'est encore pire, quoi. Tu vois, c'est encore pire qu'avant. Et d'autres qui me disent, là, en fait, j'ai pas du tout envie. Je suis KO. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet où tu te dis, est-ce que... Alors oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a le surentraînement et le REDS aussi qui rentrent en jeu. Donc forcément, c'est une conséquence, la libido et l'érection, trouble d'érection et tout ça du REDS aussi. Hein. C'est vrai que nous, c'est nos règles, mais les hommes... et puis c'est encore plus tabou chez eux que chez nous. Hein. Ah oui, c'est hyper tabou. D'ailleurs, pour rappel, pour le REDS, pour le RED syndrome, là, souvent, un des premiers signes pour les hommes, c'est le fait de plus avoir ou d'avoir moins d'érection matinale. Ça, c'est un des grands signes, justement. Donc, voilà, que les hommes puissent aller en parler à quelqu'un, c'est important, quoi. Faut pas rester avec cette problématique pour soi, parce que ça peut être le signe de quelque chose de plus intense, de plus grave et de plus profond, quoi. Et oui, et surtout, moi, j'ai reçu une femme qui me disait, en fait, mon mari était en surentraînement total, mais au début, on savait pas que c'était un surentraînement, puisqu'il préparait un ultra, et elle me disait, en fait, moi, j'ai cru qu'il me trompait. Ouais, c'est fou, hein. Parce que plus d'érection, plus d'envie, plus de libido, plus de rapport pendant plus de 6 mois, quoi. Et elle me disait, mais c'est pas possible, il est allé voir ailleurs. En fait, pas du tout. Quand on est allé consulter, c'est juste qu'il avait un syndrome REDS, quoi. C'est pour ça que la communication dans le couple, elle est hyper importante aussi. Elle fait partie de la sexualité, hein, de pouvoir s'exprimer librement au sein du couple pour essayer de comprendre les choses. Parce que parfois, on interprète beaucoup aussi ce qui se passe. On a beaucoup le cas, par exemple, un homme qui va avoir une dysfonction érectile. Lui,
il va avoir des difficultés à en parler, donc il va éviter un peu les rapports sexuels. Et la femme, elle va avoir tendance à interpréter ça comme je ne suis plus attirante, je ne suis plus excitante. Donc, chacun a son propre point de vue. Il va y avoir un éloignement et une tension qui va se mettre en place au sein du couple parce que justement, il n'y a pas de communication par rapport à cette problématique-là. Donc, c'est important de pouvoir discuter et de se dire les choses dans le couple. C'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile. C'est un sujet tabou et peur de vexer, de choquer, de comment le dire. Et on peut se faire aider pour ça. C'est ça qui est important aussi à savoir. C'est qu'il y a des gens qui sont, qui sont formés pour pouvoir aider les couples et pouvoir aider à la verbalisation de ces problématiques et de trouver des solutions. Enfin, il y a plein de choses qui existent pour améliorer tout ça, quoi. Bah, c'est hyper important. Et là, justement, ce métier, donc sexologue, ça permet aussi de mettre des mots là-dessus, j'imagine. C'est exactement le principe. En fait, le sexologue, il va servir à recueillir toutes les questionnements, toutes les problématiques individuelles ou en couple concernant la sexualité. Quand il n'y a pas de problématique, quand dans le couple, les demandes de l'un et de l'autre sont semblables et qu'il y a une bonne communication, il n'y a pas de problématique, on voit pas les couples. Souvent, quand on voit les couples, c'est que il y a une demande de l'un qui correspond pas aux besoins de l'autre et inversement. Et donc, le but, c'est que chacun puisse s'exprimer pour justement faire comprendre à l'autre ce qui convient pas, de démêler un petit peu les réactions des uns des autres, de comprendre pourquoi cette problématique s'est mise en place. Ça peut être des choses qui sont très anciennes, qui sont installées depuis longtemps. Ça peut être des troubles du désir chez la femme depuis toujours. Ça peut être des difficultés de lâcher prise et d'avoir des troubles de l'orgasme. Ça, c'est plutôt féminin. Ça peut être donc des troubles de l'érection, d'éjaculation prématurée chez l'homme. Ou là, ça peut être des problématiques qui datent depuis l'adolescence pour certains hommes avec un apprentissage de la sexualité qui n'a pas été idéal. Ça peut être un homme qui s'est fait surprendre à la masturbation quand il était jeune et ça peut ancrer des problématiques au niveau de l'éjaculation. Enfin voilà, c'est tellement riche, il y a tellement de choses. C'est vrai, il y a beaucoup de choses en fait. Oui, complètement. Hein. Il y a énormément de choses qu'on peut travailler, expliquer. Donc le but, c'est de se rapprocher d'un sexologue ou de quelqu'un qui puisse parler de la sexualité si jamais il y a des questionnements, des problématiques qui sont en lien avec la sexualité, et pour avoir des réponses, pour trouver des solutions et pour diminuer les pressions, les tensions dans le couple, pour que les choses puissent être apaisées, quoi. Parlez-en et faites en fonction des envies et des besoins. Et l'amour, c'est pas que la pénétration, par exemple, tu vois. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. On parle, par exemple, de douleur chez la femme qui a un périnée hypertonique, par exemple. On en voit beaucoup des femmes qui ont un périnée hypertonique dans le sport. Ça va être un des signes de l'hypertonie. Ça peut être aussi un des symptômes. Ça peut être la douleur d'intromission lors du rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une douleur au moment où le partenaire il va pénétrer. Et ça, c'est très compliqué. Donc, il y a toute une prise en charge justement au niveau périnéal qu'on peut mettre en place, d'assouplissement de la musculature du périnée, de prise de conscience du relâchement, etc. Et là, dans ces cas-là, on peut conseiller au couple d'avoir plutôt une sexualité non pénétrative. C'est aussi ce qu'on peut conseiller aux femmes qui ont des douleurs en lien avec l'endométriose d'ailleurs, parce que ça, là, on va plutôt retrouver des douleurs profondes, des douleurs lorsque le partenaire, avec son sexe, il va venir percuter le col de l'utérus et faire bouger les ligaments utérosacrés. Voilà. Et là, en général, adapter les positions, c'est la première chose à faire. Et si vraiment c'est impossible, il faut, dans les phases très douloureuses, adapter et avoir une sexualité différente. La sexualité, c'est pas que la pénétration, ça c'est important. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois, là on a fait un super épisode sur l'endométriose et en fait moi il y a une ou deux positions que je ne peux pas, quoi. Souvent c'est les positions, tu me diras voilà si c'est un peu ce que tu ressens, mais les positions où le partenaire est derrière, par exemple la levrette, c'est quelque chose qui est quasi impossible chez toutes les femmes parce que là. Ouais, moi ça va, ça dépasse. Je me cambre ou pas. Tout savoir sur la sexualité de Laurie, mais souvent c'est les positions où le sexe va venir profondément et souvent. Il y a certaines positions où en fait ça, dès que ça va trop loin et que ça touche le col ou quoi, tu sais, ça me
Mais il y a plein de femmes, en fait, mais ça, elles osent pas le dire. Parce que c'est compliqué, c'est hyper tabou. T'en parler à son médecin traitant, c'est quelque chose qui est pas évident. Déjà parce qu'on voit pas comment et à quel moment on peut le dire. C'est vrai que le médecin traitant, je me vois pas lui dire ça, tu vois. Et puis le médecin, il va pas forcément poser la question non plus. Donc, quand est-ce que tu peux le dire? Le gynécologue, en général, peut poser la question. Mais si jamais il est pressé, que tout va bien dans l'examen gynéco, il n'y a pas de moment pour bien placer ou bien poser sa question. Ouais, c'est clair. Donc, non, mais c'est super intéressant d'en parler. Donc, on répète, hein, si vous avez des problèmes de ce type, n'hésitez pas à en parler, même si c'est vrai que c'est un peu tabou. C'est intéressant quand même d'en parler pour avoir au moins des solutions, quoi. Parce que c'est pas cool d'avoir des douleurs, quoi. Parlez-en. Et puis parlez-en et parlez entre vous, quoi. Parlez au sein du couple, ça c'est vraiment super intéressant. C'est clair. Mais en tout cas, on a hâte d'avoir le résultat de l'étude pour savoir effectivement, même après sur un ultra, les jours qui suivent, qu'est-ce qui se passe. Exactement, ouais. L'idée, ça serait de se dire qu'avec le repos, tout ce qui concerne la sexualité, ça va revenir à la normale, mais on ne sait pas vraiment en combien de temps. Tu vois, s'il y avait, par exemple, des difficultés à l'orgasme juste après l'effort, est-ce qu'au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, les choses reviennent à la normale? Ou est-ce que ça continue à perdurer dans le temps? Est-ce que l'excitation, le clitoris, la stimulation du clitoris, est-ce que cette sensation, elle reste émoussée longtemps ou pas? Est-ce que cette sensation-là, elle perdure dans le temps? On ne sait pas vraiment tout ça. Et question, sans rentrer dans les détails de ta sexualité, bien sûr, c'est pas l'idée. Toi qui fais beaucoup de 100 miles, par exemple, tu le vois après des courses ou quand t'es vraiment vidé, fatigué et tout ça, ben tu vois qu'il y a une baisse ou pas du tout? Ah ouais. Moi, je trouve qu'il y a une baisse énorme et puis c'est accompagné beaucoup aussi. Je pense qu'au niveau hormonal, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'après un ultra trail, je me sens comme en postpartum. Je me sens en déprime complète. Et je pense que c'est vraiment physiologique. Je ressens un truc hormonal, comme une chute au bout de 3 jours. Donc, je pense que les jours qui suivent, en général, tu as de l'excitation, donc j'arrive pas à bien dormir. Et puis ensuite, au bout de 3 jours, je tombe dans un précipice au niveau du moral. Mais mon chéri le sait maintenant, donc on arrive à gérer les choses ensemble. Ah oui, non, mais ça, souvent, on me le dit, hein. Mais voilà, et je pense que ça, c'est physiologique. Et ça encore, c'est intéressant. Ça serait intéressant. Là, on l'a pas mesuré, mais peut-être qu'on peut corréler aussi le désir sexuel et toute la vie sexuelle par rapport aussi à ce qui se passe physiologiquement après un effort intense, quoi. Oui, d'accord. Oui, donc ça met quand même du temps à revenir, quoi. C'est pas on finit l'ultra, le lendemain, c'est hop, hein, c'est pas pompé l'up, quoi. Ouais, mais bon, encore une fois, on sait pas si c'est plutôt féminin, masculin, est-ce que c'est universel ou pas? J'en suis pas certaine, hein, parce que mon chéri, même après un entraînement très long, il est au taquet direct, hein, donc à mon grand désespoir. Non, c'est bon. Attends, hop, je vais m'enfermer. Il est au taquet. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis en plus, j'imagine, c'est comme le cycle menstruel et l'entraînement, c'est tellement individuel d'une personne à une autre. C'est ça. Donc ça. Bah écoute, Émilie, je te remercie. En tout cas, on va inviter toutes les personnes qui nous écoutent à participer à cette étude, qui sera d'une grande aide, et on va tous contribuer à faire que le sexe ne soit plus un tabou, hein. Ouais. Grâce à toi, il y a beaucoup de sujets d'ailleurs tabous qu'on peut aborder et je pense que c'est en parlant de façon libre comme on le fait que les choses vont changer. Donc merci Laurie pour tout ça. Avec grand plaisir. Moi, j'adore parler de choses je veux démystifier tout ça et que un maximum de femmes et d'hommes, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent aussi, hein, qui puissent s'y retrouver et se dire on n'est pas seul. Donc merci à toi Émilie et puis le prochain épisode sera pour débriefer de cette étude. Trop bien, j'ai hâte. Écoute, moi aussi j'ai hâte. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Gros bisous Laurie. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis tellement heureuse de vous faire découvrir tous ces portraits de femmes si inspirantes les unes que les autres. Je remercie tellement mes invités pour leur confiance sans faille. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Cela nous aide énormément. Ou retrouvez-nous sur le compte Instagram culotte-trail. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.